bienvenue à cette table ronde intitulée « Quel potentiel pour le CCUS, captage, stockage et valorisation du CO2 ?» J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Stéphane Palmade, CTO de Enosis Energy. Bonjour. Florence Delprat-Jeannot, CO2 coordinateur, programme manager de IFP Énergie Nouvelle. Bonjour. Et David Fischer, responsable projet innovant chez Vicat. Bonjour à tous. Alors, petite introduction, comme vous le savez tous, le CCUS joue un rôle important pour atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050. Un peu plus de 50 installations sont aujourd'hui en cours de développement dans le monde et 97 nouveaux projets ont aussi été annoncés en 2021. En Europe, on compte 65 projets qui ont été identifiés par l'International Association of Oil and Gas Producers. Et actuellement, nous captons 50 millions de tonnes dans le monde. Et l'objectif 2050 est d'atteindre 7,6 gigatonnes. Donc le marché se dessine peu à peu et les enjeux sont importants. Et aujourd'hui, donc à travers cette table ronde, nous allons échanger sur des retours d'expérience, mais aussi partager un petit peu les enjeux pour le développement de cette filière. Donc Florence est aujourd'hui présidente de l'association du club CO2 qui joue un rôle clé dans le paysage du CCUS. Et pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire un petit peu plus sur le club CO2, quelles sont ses missions, les actions qui sont menées par le club pour faciliter l'émergence de ces projets CCUS dans le territoire? Alors, le club CO2, c'est une association loi de 1901, qui a été fondée en 2002 par l'ADEME et qui regroupe en fait des acteurs de l'ensemble de la chaîne, du captage, du transport, du stockage et de la valorisation du CO2. Ces acteurs, ce sont des acteurs français, en fait. Donc, on est aujourd'hui 48 membres dans cette association. On a des grands groupes, on a des PME, on a des start-up, on a des instituts de recherche. Et puis, on a aussi des représentants des territoires. Donc, ça peut être des pôles de compétitivité, ça peut être des EPIC, des ports, etc. Et donc l'objectif du club CO2, en fait, c'est de faciliter le déploiement de la filière. Alors nos missions, c'est quoi? C'est d'abord un lieu d'échange. On se veut vraiment un catalyseur d'expérience. Donc l'idée des membres qui participent au club CO2, eh bien, chacun apporte sa vision, chacun apporte son expérience. Et puis il y a ce partage d'expérience, en fait, qui permet effectivement de dynamiser la filière. Si je vous dis dynamiser la filière, je vous dis qu'on est 48 aujourd'hui. Il faut savoir que l'année dernière, on a gagné 17 membres. Donc vous voyez qu'on monte tout simplement parce que c'est ce qu'a dit Laetitia. Le captage et le stockage du CO2, c'est vrai qu'on en parle pendant longtemps, c'est vrai qu'on n'a pas trop avancé, puis moins on avance et puis plus on se rend compte que malheureusement, si je puis dire, il est nécessaire. Donc on en parle beaucoup, on le voit maintenant dans tous les scénarios, même en France. Donc il y a vraiment besoin en fait de partager cette expérience pour pouvoir aller plus vite. Cette partage d'expérience, il est particulièrement important parce que vous avez des gens qui vont capter du CO2, des gens qui vont le transporter, le stocker, le transformer. Et vous voyez, c'est des compétences qui sont complètement différentes. Moi, j'ai des industriels qui émettent du CO2, qui sont prêts à faire des efforts sur le captage du CO2. Maintenant, le stockage du CO2, c'est vraiment pas leur cœur de métier. Donc ce partage d'expérience, il est extrêmement important. On a dans le club CO2 aussi, sont invités à participer au club CO2 des représentants des ministères. C'est aussi extrêmement important parce que nous, on leur apporte notre vision, des enjeux de la filière, du potentiel des différents acteurs et notamment de la capacité des industriels français à développer la filière pour nos besoins nationaux, mais aussi pour l'export. Et puis, les ministères, en fait, ils nous apportent aussi leur vision de la stratégie de décarbonation, de la mise en place d'un certain nombre de modes de financement, etc., de réglementation. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et puis à côté de ça, bien entendu, la filière ne va pas se développer uniquement en France. Il y a des liens, on va peut-être en parler tout à l'heure, avec d'autres industries, notamment en Europe. Et on a aussi cette dynamique à l'échelle européenne et puis aussi à l'échelle internationale. Merci beaucoup. David, du coup, vous êtes plus du côté industrie. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur la stratégie de décarbonation de Vicat? Alors oui, donc je vais commencer déjà par présenter Vicat. C'est important de savoir quel type d'industrie pour laquelle on travaille, pour savoir quel type de décarbonation on met en place.
Donc Vicat, c'est un cimentier français. C'est une entreprise dont l'aventure a commencé il y a plus de 200 ans, puisque c'est Louis Vicat qui, en 1817, a inventé le ciment artificiel, qu'on appelle aussi ciment Portland. Et c'est cette recette, ce procédé qui aujourd'hui est utilisé à travers le monde pour produire le ciment. Et donc il faut savoir, à l'échelle du monde, on consomme chaque année 4 milliards de tonnes de ciment. Donc c'est un matériau très important. Aujourd'hui, Vicat, c'est un groupe international qui est présent dans 12 pays. C'est une entreprise familiale, puisque c'est toujours la famille Vicat qui est depuis 7 générations aux commandes de l'entreprise. Et j'en parle parce que c'est important, parce que derrière, ça traduit toute la culture d'entreprise, de durabilité, qui fait qu'aujourd'hui, le groupe Vicat est un groupe particulièrement dynamique, proactif et avant-gardiste sur beaucoup de technologies. Il y a vraiment l'innovation qui est dans l'ADN du groupe, et notamment dans les sujets CCUS, donc ça tombe bien. Alors, au niveau de la stratégie de décarbonation d'un cimentier, Vicat est présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur du ciment, des bétons, des granulats, et donc va agir au niveau de la décarbonation sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc il y a beaucoup de sujets, donc je vais essayer de les balayer succinctement pour m'attarder quand même sur les sujets CCUS. Donc déjà, Vicat va développer des ciments qu'on va appeler des ciments bas carbone. Donc il va essayer de diminuer la quantité de clinker dans le ciment. Il faut savoir, le ciment, en fait, l'élément principal, ça s'appelle le clinker, et c'est ça qui est fabriqué dans les cimenteries, et c'est ça qui va émettre beaucoup de CO2. Donc, en diminuant la quantité de clinker dans les ciments, on va diminuer l'empreinte carbone. Donc aujourd'hui, un bâtiment qui va être fait avec la gamme qui s'appelle DK, chez Vicat, c'est original, on va pouvoir diminuer de 30% l'empreinte carbone d'une construction. Donc c'est loin d'être négligeable. On va développer aussi ce qu'on appelle des argiles activées. Donc on a un projet sur la cimenterie de Nancy qui s'appelle Argilor, où en fait on va essayer finalement de remplacer le clinker par un autre matériau qui présente aussi les mêmes propriétés, mais qui va avoir une empreinte carbone plus faible. On va agir sur les combustibles. Donc aujourd'hui, Vicat s'est fixé comme objectif en 2025 de supprimer 100% des combustibles fossiles pour le remplacer par des combustibles alternatifs qui vont être des déchets de bois, des déchets ménagers. Et donc voilà, 2025 c'est demain, donc il y a énormément d'équipes investies sur ces sujets-là dans le cadre de la décarbonation du groupe. Ensuite, on va commencer à rentrer sur les sujets du coup pur CCUS. Donc le CCUS c'est très large et il y a plusieurs sujets. Et finalement, Vicat travaille un petit peu sur différentes branches du CCU et CCUS également. Donc on travaille sur la minéralisation des matériaux de construction. Donc il faut savoir, le ciment, une fois qu'il est produit, sur toute sa durée de vie, il va réabsorber du CO2. Donc là, on capte naturellement le CO2. Donc on estime qu'à peu près 20% du CO2 qui est émis pendant la production du ciment va être réabsorbé in fine dans le bâtiment. Seulement, c'est sur une fine couche. Donc aujourd'hui, les équipes de Vicat en R&D cherchent à comprendre tous ces phénomènes pour développer des technologies qui vont permettre de recarbonater les matériaux de construction, le ciment, et ça à différentes étapes du ciment. C'est-à-dire qu'on peut remettre du CO2 dans le ciment pendant la production du ciment, pendant la production du béton, et également sur des matériaux de construction détruits. Quand on va détruire des bâtiments, Vicat, par sa filiale d'économie circulaire, qui s'appelle d'ailleurs Circulaire, va réutiliser les matériaux de construction pour derrière recarbonater, donc remettre du CO2 et réutiliser ces matériaux. Donc c'est une partie, la reminéralisation, c'est une partie qui est non négligeable du plan de décarbonation du groupe. En termes de CO2, je voulais aussi vous préciser que donc le ciment émet du CO2 de deux manières principales. Donc c'est un tiers lié à l'énergie qu'on va consommer pour produire le clinker, cet élément du ciment, et 2 tiers qui est issu de la réaction en fait, de décarbonatation, c'est-à-dire la molécule de calcaire qui va se transformer, in fine après cuisson en clinker, va émettre du CO2. Donc pour 2 tiers du CO2 qui est émis par le secteur cimentier, c'est ce qu'on appelle du CO2 fatal. C'est le CO2, il est inhérent au procédé industriel et on ne peut pas trouver d'autres solutions, si ce n'est en grande partie dans les solutions de CCUS. Donc voilà en partie pourquoi Vicat est très actif sur tous ces procédés de CCUS. Donc là, je me dois de parler du vecteur hydrogène, qui fait partie aussi de la stratégie de décarbonation de Vicat. Donc Vicat est très aussi dynamique sur la filière hydrogène pour plusieurs raisons. Donc la première, c'est la mobilité.
en tant que leader des matériaux de construction, qu'ils soient minéraux ou biosourcés. La mobilité réalisée par des engins de grande taille, etc. Donc la mobilité hydrogène, comme carburant, va permettre de décarboner l'ensemble de la chaîne. Et également pour les projets CCUS, puisque dans les projets CCUS, il y a la valorisation du CO2. Et donc on peut valoriser le CO2 en le faisant réagir avec de l'hydrogène pour former d'autres types de molécules. Des molécules qui auront remplacé donc des molécules aujourd'hui fabriquées à partir de produits fossiles. Et donc on a 2 projets importants sur lesquels je parlerai, mais peut-être après, Laetitia. Tout à fait, oui. Super. Merci beaucoup. On va continuer avec Enosis. Du coup, Enosis a développé une technologie axée sur la méthanation biologique. Et si vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Stéphane, merci. Oui, bien sûr, avec plaisir. Effectivement, Enosis, on est équipementier de méthanation biologique, c'est-à-dire qu'on développe des solutions qui permettent de convertir des gaz, dont du CO2, en méthane pour pouvoir avoir accès finalement à l'infrastructure de gaz et à tout ce que ça implique en termes de transport, de distribution et de stockage, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, pour les différents vecteurs énergétiques, c'est un point extrêmement important. Donc concrètement, on utilise des micro-organismes qui aujourd'hui sont déjà très développés, très courants, puisqu'ils sont déjà présents dans les digesteurs de méthanisation, mais on vient les spécialiser pour travailler directement avec des gaz et être capable d'avoir des productivités et des rendements élevés. Donc ça nous permet notamment d'adresser des gaz qui sont riches en CO2 sans forcément avoir besoin de capter pour cela spécifiquement le CO2 et d'être sur du CO2 pur. Donc typiquement, on va pouvoir travailler avec des biogaz bruts. Le biogaz, c'est un gaz qui contient certes du méthane, mais qui contient aussi 40% de CO2, qui malheureusement est très très peu souvent valorisé. Avec la méthanation, on va être capable de convertir ce CO2 avec de l'hydrogène et avoir une qualité de méthane qui permet de tout injecter dans le réseau de gaz naturel. On peut aussi travailler avec un gaz qui est aujourd'hui un peu moins connu, qui s'appelle le syngas, qui est produit par gazéification et qui contient là aussi du CO2, de l'hydrogène, du monoxyde de carbone aussi. Mais voilà. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, si je comprends bien la filière est un peu en émergence. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour déployer, pour que cette filière soit encore plus dynamique et que du coup qu'on investisse vraiment dans des technologies CCUS? Est-ce qu'il y a des leviers à activer? Donc là, je m'adresse un petit peu à tous. Alors, nous, de notre côté, il y a des gros enjeux réglementaires, notamment côté valorisation, côté méthane, puisqu'on utilise une infrastructure de gaz qui est un bel outil, mais qui est aussi un outil qui est vital pour l'ensemble de l'économie et des citoyens, donc qui est extrêmement réglementé. Et donc il y a beaucoup d'enjeux dès qu'on va produire de nouveaux gaz avec de nouvelles technologies pour adapter le cadre réglementaire et pouvoir avoir accès de manière standard à de l'injection. Typiquement aujourd'hui, les méthanes qu'on produit avec nos procédés, on peut les injecter dans le réseau, mais sous des cadres dérogatoires qui nécessitent des demandes au cas par cas, donc des délais pour la réalisation des projets. Donc voilà, le cadre réglementaire a commencé à évoluer, mais l'enjeu, c'est qu'il colle le plus rapidement possible aux nouvelles technologies et aux nouveaux potentiels, de façon à ne pas trop allonger le délai de réalisation des projets. Merci. Florence, peut-être, vous, de votre côté, avec le Club SOE2, vous avez identifié d'autres verrous. Oui, alors effectivement, la filière, elle est émergente. Effectivement, on capte aujourd'hui, on va dire, entre 35 et 40 millions de tonnes de CO2 par an. Dans 10 ans, suivant les scénarios, ça peut aller jusqu'à 100 fois plus. Donc la filière, elle est émergente. Il y a une maturité, mais il manque la maturité commerciale et la maturité économique. Donc ce qui veut dire que quelque part, il faut effectivement aider la filière à se déployer. Alors il n'y a pas de secret, hein.
il y aura besoin d'innovation en termes de technologie pour faire en sorte que les procédés ils soient toujours plus performants, qu'ils aient besoin de moins de pénalité énergétique. Donc il y a des besoins techniques, il y a des besoins réglementaires. Stéphane en a parlé tout à l'heure. Si on parle du stockage, on a quand même des grands enjeux aujourd'hui pour tout ce qui est transport transfrontalier du CO2. Donc ça fait aussi partie de ces enjeux réglementaires. Quand vous stockez du CO2 dans le sous-sol, vous allez le stocker pour l'isoler de l'atmosphère donc pendant des centaines et des centaines d'années. Donc il y a ces problèmes aussi de transfert de responsabilité. Et puis, un des enjeux aussi qui est extrêmement important, c'est il faut bien voir que quelque part, capter, transporter, stocker du CO2 ou le transformer, ça a un coût. C'est toujours plus cher que de rien faire. Donc, et aujourd'hui, en fait, ce coût, il est comparé à pas grand-chose, hein, puisqu'il n'y a pas de valeur sur des produits qui sont décarbonés ou de malus sur des produits qui sont carbonés. Donc ce coût-là, il faut faire attention qu'il ne pénalise pas en fait la rentabilité des entreprises. Donc c'est pour ça qu'on a aussi besoin de mécanismes de financement pour lancer la filière jusqu'à ce qu'elle ait atteint une maturité économique. Et puis le dernier levier qui n'est pas des moindres, je l'ai un tout petit peu dit tout à l'heure quand j'ai dit que c'était des compétences qui sont différentes. Aujourd'hui, on a des procédés pour capter le CO2, on en parlera peut-être tout à l'heure. Mais quelque part, une fois qu'on a capté le CO2, il faut avoir des opérateurs, des réseaux de transport pour le transporter et le stocker. Et aujourd'hui, on n'en a pas assez. Ce qui veut dire que quelque part, on a les technologies, mais il faut qu'elles soient mises en place en même temps, au bon moment. Et c'est cet alignement de planète aussi qui est un véritable défi. Côté Vicat, vous avez des projets en cours sur le CCU? Oui, on en a plusieurs. Et donc, on a plusieurs projets très intéressants. Que ce soit à l'échelle de démonstrateurs, donc par exemple à la cimenterie de Montalieu qui n'est pas loin, on a un démonstrateur de valorisation de CO2 pour faire de la production d'algues par exemple, ou sur la cimenterie on va valoriser à la fois le CO2 et à la fois la chaleur fatale issue de la cimenterie. Donc ensuite Vicat porte deux projets avec des partenaires qui sont des projets majeurs en termes de CCU. Donc le premier se trouve en Allemagne et s'appelle CI4C. C'est un projet que nous portons avec 3 cimentiers allemands. Donc c'est un projet un petit peu de cimenterie du futur, puisque derrière, nous allons réaliser la production de clinker à partir d'oxygène pur, et donc dans des fours spécifiques conçus avec vraiment des innovations technologiques. Et ça, cette combustion à l'oxygène pur, donc l'oxycombustion, c'est un élément comme l'hydrogène qui fait partie du développement du CCUS, puisque ça va permettre d'accéder à des fumées avec du CO2 qui va être beaucoup plus concentré et donc dont la capacité à être purifiée, stockée, réutilisée va être beaucoup simplifiée. Donc c'est CI4C. Et le deuxième projet massif, si on peut dire, et extraordinaire sur lequel travaille Vicat. Donc Vicat porte ce projet qui s'appelle Innovi, donc avec Inamix, qui est la filière hydrogène du groupe EDF. Donc nous portons ce projet depuis maintenant quelques années. C'est un projet qui va démarrer en 2026-2027. Et c'est un véritable projet innovant puisque nous allons, sur la cimenterie de Montalieu, qui se trouve à 1 heure de Lyon, construire 330 MW d'électrolyse pour produire de l'hydrogène décarboné, donc issu du réseau français, parce que nous avons la chance en France, par rapport à d'autres pays, d'avoir de l'électricité décarbonée. Et donc c'est aussi une chance pour accompagner cette filière CCUS qui a beaucoup plus de sens d'avantages en France par rapport à des pays plus carbonés. Donc derrière, nous allons utiliser cet hydrogène pour le faire réagir sur le CO2 que nous allons capter sur la cimenterie et nous allons transformer ce CO2 en méthanol. Alors le méthanol, qui s'appelle dans ce cas-là du méthanol vert, green méthanol ou e-méthanol, c'est une molécule qui est à la fois une molécule chimique et à la fois un vecteur énergétique. Donc aujourd'hui en France, il faut savoir, on consomme 600 000 tonnes de méthanol pour la chimie ou pour des carburants. Et là, nous allons produire avec Innovi 200 000 tonnes de méthanol, donc un tiers de la consommation française. Donc c'est tout le sens de ce projet, c'est que, ça va dans le sens de l'indépendance énergétique de la France. 2, on va le produire de manière locale, puisqu'on a beaucoup d'industriels qui consomment du méthanol de manière locale. Aujourd'hui, le méthanol, il vient de l'autre bout du monde, et il est fabriqué à partir de gaz naturel et de charbon. Donc là, on va le fabriquer à partir du CO2 qu'on aura recyclé au niveau de la cimenterie. Ce projet il va permettre de diminuer de 40%
les émissions de CO2 de la cimenterie de Montalieu, qui est la plus grande cimenterie du groupe au niveau européen. Donc voilà, c'est un projet massif de décarbonation qui va dans le sens de l'indépendance énergétique et de conserver, en fait, d'industrialiser des filières locales. Donc c'est un projet qui fait partie des 15 projets pré-notifiés par l'État dans le cadre de l'IPCEI, des projets structurants pour la filière hydrogène européenne et bien entendu française. Puisque voilà, 330 MW, c'est parce qu'il y a des projets massifs comme ça qui ont du sens, qui se mettent en place, que cela va permettre de développer la filière, de construire des gigafactories d'électrolyseurs et donc, comme disait tout à l'heure Florence, de lancer une magnifique filière qui est la filière hydrogène. Merci beaucoup. Du coup, Florence, là, je vais vous interroger plus avec votre casquette IFP Énergie Nouvelle. Quel est le rôle de la recherche dans tout ça ? Eh bien, le rôle de la recherche, c'est justement d'apporter des solutions technologiques en fait, qui permettent de décarboner l'industrie aujourd'hui et puis aussi de préparer les solutions de demain. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que développer un procédé de captage du CO2, c'est 15 ans de recherche. Donc, on a besoin à la fois de travailler les solutions qui permettent de décarboner les industriels aujourd'hui, et puis de préparer des solutions qui seront encore plus performantes. Je vais vous donner un exemple. À IFP Énergie Nouvelle, on a aujourd'hui sur le site d'ArcelorMittal à Dunkerque la démonstration, donc on est vraiment dans la dernière étape avant la partie commercialisation d'un procédé de captage du CO2, donc après combustion, comme on dit, donc c'est un lavage aux amines. C'est le fruit de 15 ans de recherche à IFP Énergie Nouvelle. Et donc, c'est un procédé qui peut sembler relativement classique, sauf que le solvant qu'on a développé à IFPN, il est beaucoup plus performant que les solvants qui existent. Beaucoup plus performant, tout simplement parce que quand il a un pouvoir de capter le CO2 qui est très fort, et quand il va capter ce CO2, en fait, il va se séparer en deux phases. Et quand on va libérer le CO2 du solvant, eh ben on va travailler uniquement sur la phase qui est riche, qui contient le CO2. Donc ça va demander moins d'énergie, cette libération du solvant. Et puis notre solvant, il est très stable. Et donc, ce travail-là, en fait, il va permettre une réduction des coûts, qui est une réduction des coûts importante. On attend aujourd'hui à peu près 30%, parce qu'en plus, on va récupérer de la chaleur fatale sur l'usine d'ArcelorMittal, et ça va permettre, en fait, de faciliter encore le déploiement de la filière. Mais on ne fait pas que ça. On va travailler sur des procédés. David a parlé tout à l'heure d'oxycombustion. Eh bien, nous, on travaille aussi sur un procédé, donc un petit peu différent, où on va changer la combustion effectivement pour qu'elle se fasse à l'hydrogène et non pas à l'air. Comme l'a dit David, ça donne des fumées qui sont plus concentrées en CO2 et donc plus facile le CO2 est plus facile à isoler. Et nous, notre procédé de combustion en boucle chimique, comme on dit, eh bien, on va utiliser des petites billes métalliques, des oxydes métalliques. À l'air, elles vont se charger en oxygène, et puis dans la chambre de combustion, elles vont libérer l'oxygène. Puis par un système de lyophilisé, en fait, on va tourner en boucle. Donc vous avez un réacteur air, les billes métalliques se chargent en oxygène. Dans la chambre de combustion, elles relarguent l'oxygène. C'est un procédé aussi qui est un procédé assez innovant. On est sur un démonstrateur qui est en Chine aujourd'hui. Eh bien, ce démonstrateur, en fait, c'est la plus grosse installation de combustion par boucle chimique. Et puis, à côté de ça, parce qu'il faut 15 ans, on va aussi travailler sur des procédés vraiment de la recherche presque fondamentale. En fait, on a des paillasses dans nos laboratoires à Solèze, et puis on va s'attaquer à diminuer la taille des installations, à travailler sur des concentrations beaucoup moins importantes. Et pour tout vous dire, on regarde aujourd'hui tout ce qui est captage direct dans l'air, parce que vous l'avez vu, on en parle de plus en plus souvent, et vous l'avez vu aussi dans le dernier rapport du GIEC qui est sorti. Ça fait partie aussi de ces solutions qu'il faudra déployer. Alors là, on est sur des horizons 2040-2050, mais c'est aujourd'hui qu'il faut les préparer. Donc on travaille ça, et on travaille aussi, c'est extrêmement important, l'intégration sur l'ensemble de la chaîne. Donc on est présent sur le stockage, bien entendu sur le transport, sur le stockage, sur la partie utilisation, et on va regarder... On va comparer les différentes technologies. Alors en termes de coûts, en termes d'impact environnemental, les besoins en eau, les besoins en énergie, etc., de façon à pouvoir designer les meilleures solutions en fonction de l'industrie, du territoire, etc. Donc la recherche, c'est aussi ce qu'elle apporte. Merci. Stéphane, aujourd'hui, vous avez des projets en cours
Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on exploite un pilote semi-industriel qui nous permet de valider notre technologie sur gaz réel. Donc, on a un pilote intégré dans un conteneur maritime qu'on peut déplacer sur différents sites pour valider les performances de notre procédé sur différentes qualités de gaz. Et en parallèle, on prépare un démonstrateur industriel sur du biogaz sur une échelle donc, de 100 normomètres cubeurs qui est aujourd'hui on va dire la taille moyenne des unités de méthanisation en France, donc qui est représentative de notre principal marché. Merci. Donc du coup, si je résume bien sur les verrous aujourd'hui pour que la filière se déploie, donc il y a l'aspect réglementaire, il y a la nécessité d'être accompagné sur l'aspect financier aussi. Après, j'imagine que par l'expérience de tous les projets qui sont actuellement en cours, on aura un retour d'expérience un peu plus étoffé qui permettra aussi de dynamiser le déploiement du CCUS. Et voilà, je ne sais pas, est-ce que vous avez, comment vous pourriez définir l'avenir du CCUS sur les prochaines années en 2 mots? C'est un peu la question piège. Vous avez droit à 3 mots si vous voulez. Ou tout simplement le mot de la fin. Enfin, voilà, pour vous, quelle est votre vision du déploiement sur du moyen long terme de la filière en France? Je pense que c'est une filière qui et le montre le rapport du GIEC, en fait, c'est un élément qui permettra de répondre à l'urgence climatique. Donc il faut que l'ensemble des politiques, des pouvoirs publics, des associations, des entreprises, ensemble, se fédèrent pour accompagner cette filière qui aujourd'hui existe peu finalement. On parle de filière hydrogène, mais on ne parle pas encore de filière en tant que telle, CCUS. C'est tout ce qu'on doit construire. Et donc c'est une filière qui est très prometteuse parce que la France a une grosse carte à jouer sur la filière CCUS. Donc moi, le mot de la fin, parce que j'ai eu plus que 3 mots du coup, c'est très prometteur. Et donc il faut s'engager dans cette filière. Oui, effectivement. Donc, moi, je dirais que c'est une filière qui est incontournable pour atteindre la neutralité carbone. Je partage aussi tout à fait ce que vient de dire David. C'est une véritable opportunité pour l'industrie française. Donc, non seulement pour se décarboner, mais aussi pour exporter son savoir-faire parce qu'on l'a à l'export. Et puis, 3, c'est vraiment une filière qu'il faut lancer maintenant si on veut avoir des chances de maintenir le changement climatique en deçà des 2 degrés, voire 1,5 degré. Donc il faut vraiment tous y aller maintenant. Et du coup, moi, je finirai un peu sur le pragmatisme qui, je pense, est nécessaire pour que le développement se passe bien dans le temps, en allant chercher vraiment dans un premier temps les sources les plus concentrées, les plus importantes, de façon à créer des bons premiers retours et progressivement aller chercher de plus en plus de sources, de plus en plus complexes, de plus en plus petites. En tout cas, voilà, il y a pour nous un vrai enjeu à être capable d'adresser dans un premier temps les gisements entre guillemets faciles. Comme les cimenteries. Eh bien, merci beaucoup. Je ne sais pas si on a 5 petites minutes, mais si vous avez des questions dans la salle, n'hésitez pas à lever la main et je viendrai jusqu'à vous. Oui, j'arrive. Oui, bonjour. Je m'appelle Pierre Pénel, je suis consultant dans les énergies renouvelables. Je suis plutôt sur les parties modèles d'affaires. Et vous parliez tout à l'heure de la valorisation de la tonne de carbone, du coût de capture du carbone et la difficulté que vous aviez de le mettre en face d'un marché ou d'une rémunération. Pourtant, il existe un marché du carbone quand même aujourd'hui qui n'est pas exactement celui-là. Et je voulais savoir dans vos travaux de R&D, qu'est-ce que vous mettiez en face comme modèle de revenu quelque part pour être un petit peu un driver de vos choix technologiques là-dessus? Aujourd'hui, effectivement, le marché en Europe, c'est l'ETS, avec une valeur du carbone. Alors, je n'ai pas regardé ce matin, mais on va dire à 80 € la tonne de CO2. Je n'ai pas donné de chiffres. Aujourd'hui, les chiffres sur l'ensemble de la filière varient entre 20 € la tonne de CO2 et on va dire 180 € la tonne de CO2. Je ne parle pas du captage direct dans l'air parce que là, on dépasse les 300 € la tonne. Donc vous voyez que pour un certain nombre d'industries, c'est possible.
pour un certain nombre d'industries, ce n'est pas possible. Et donc aujourd'hui, on n'a que cette valeur ETS. Alors après, le modèle d'affaires, il va aussi, il va aussi dépendre de l'ensemble de la chaîne. Hein. Il y a les gens qui vont capter leur CO2, il y a la partie transport, il y a la partie stockage. Et là, sur la partie stockage, on a des modèles d'affaires qui sont en train de se développer, et je pense notamment à la Norvège, hein, qui se veut le stockeur du CO2 norvégien, enfin européen, pardon, et qui fait du stockage vraiment un enjeu en termes de marché. Voilà, donc à côté de ça, il y a un certain nombre de réflexions qui sont en cours à la fois à l'échelle nationale et à l'échelle européenne pour effectivement avoir des systèmes, alors je ne sais pas si des systèmes de protection, de mécanismes de protection aux frontières, ou donner des valeurs en fait aux produits qui sont décarbonés par rapport aux produits carbonés. Donc on regarde en fait tous ces systèmes tout en ayant conscience qu'il y a d'autres systèmes aussi. Et je pense par exemple au système aux États-Unis où là c'est une taxe, le 45Q qui est c'est pas un coup de bâton, si je puis dire, c'est une carotte. Voilà. Donc on regarde en fait tous ces modèles pour essayer de voir, de faire des évaluations pour voir quels seraient les modèles qui permettraient à la filière de se déployer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'arrive. Oui, bonjour, Vianney Bitellino, Air Liquide. Alors, c'est aussi une question un peu sur la partie modèle d'affaires, et elle s'adresse surtout à M. Fichet. En fait, sur la partie après vente du produit ciment, que ce soit le ciment bas carbone ou ciment vert, est-ce que vous avez aujourd'hui déjà des clients qui se positionnent, et quel est le marché à ce niveau-là? Merci, c'est une excellente question. Les clients commencent à se positionner, il y a des demandes. Donc bien entendu, le ciment bas carbone coûte plus cher que le ciment traditionnel. Donc la question, le modèle, c'est est-ce que le client aujourd'hui est prêt à payer 30-50% de plus sur son ciment. Parfois oui, s'il y a des projets, encore une fois, subventionnés, qui sont là pour justement être des démonstrateurs, montrer que c'est possible, que ça fonctionne, que c'est performant et que ça permet vraiment d'avoir un impact carbone positif. Mais c'est vraiment une filière un petit peu aussi qui est en émergence. De toute façon, tout ce qui va être, ce qu'on a parlé, Florence a beaucoup parlé de ce qui va être stockage de CO2. Si on parle de la valorisation du CO2 en molécules, en e-méthanol ou en e-kérosène, hein, il y a plein de e-molécules. L'ordre de grandeur, c'est le prix de la molécule va être 2,5 à 5 fois plus importante que la molécule fossile. Et donc, on est dans le même débat. C'est un moment, c'est qui paye ce surcoût? Est-ce que c'est les clients? Est-ce que l'État subventionne tous ces sujets-là? Sachant que la majorité du coût pour ce qui est utilisation du CO2, ça va être la production d'hydrogène, hein, 60-70% du coût de la molécule. C'est lié, c'est même pas forcément l'investissement. Je crois que l'investissement in fine, hein, sur 15-20 ans, ça représente 5%. Une partie, ça va être le captage de CO2, 15-20%, tu me corriges, hein, Florence. Et la majorité, c'est le coût donc, de l'électricité pour produire l'hydrogène. Merci. Oui, bonjour. Donc, je suis Patrick Poney, je travaille à GRT Gaz, je m'occupe d'innovation. Et donc, on suit aussi toute la problématique de décarbonation. Et j'avais une question pour M. Fichet sur ces 330 MW d'électrolyse qu'il veut mettre. C'est que pour nous, aujourd'hui, vous êtes soumis certainement à ETS vis-à-vis des émissions de CO2. Et le e-méthanol est brûlé. Donc, le CO2 qui est capté et qui est transformé en e-méthanol finit quand même dans l'atmosphère. Et normalement, vous n'êtes pas exonéré donc, des taxes ETS à ce titre-là. Donc l'intérêt du coup, tant que la réglementation n'évolue pas, voilà, je voulais savoir un petit peu quel était votre positionnement. Et après, aujourd'hui, on a un vrai risque sur le marché de l'électricité, puisqu'on voit qu'avant le Covid, on était à 40 € en base load au mégawattheure. Aujourd'hui, on a 200 € du mégawattheure. Et encore, et on sait que bon, dans les conditions de carénage du parc nucléaire, on n'est pas encore à l'abri à plein de surprises. On sait quand on commence, on ne sait jamais quand on finit. Et donc il y a un risque sur le prix de production du méthanol qui me paraît important. Et je voulais savoir un peu où vous en étiez ou quelles étaient vos réflexions sur ce sujet.
Alors merci. Donc il y a plusieurs questions dans la question. Alors je vais essayer de m'en souvenir, corrigez-moi. Donc la première, c'est effectivement par rapport à comment on compte le CO2 dans un procédé CCU. Je n'aurai pas la réponse, je suis désolé, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de réponse. La réglementation est encore en construction à l'échelle européenne, à l'échelle de l'État français. Et donc forcément, nous poussons, nous appuyons pour que cette molécule de CO2 que nous utilisons, qui va remplacer une molécule fossile, finalement ait le maximum d'incitation dans les mécanismes de l'ETS, etc., pour que ça incite l'industriel à investir dans ces projets. Mais aujourd'hui, on est vraiment à l'échelle de l'Union européenne dans beaucoup de réglementations associées aux carburants, aux e-molécules qui sont en construction, qui sont en réflexion. Et donc voilà, je n'ai pas la réponse. En tout cas, voilà, on essaye d'appuyer pour que ça soit valorisé en tant que tel, parce que si on ne valorise pas ces molécules quelque part par le mécanisme de l'ETS et qu'il n'y a pas d'incitation sur le CO2, il n'y aura jamais de création de filière, il n'y aura pas de CCU et il n'y aura pas de réponse apportée au changement climatique. Donc c'est une vraie nécessité d'avoir des incitations. Pour le marché de l'électricité, pour l'instant, effectivement, il y a des changements qui n'étaient pas forcément prévus, mais le monde aujourd'hui va vers une ère où il y aura beaucoup de volatilité, où les choses ne seront pas prévues. On le voit sur le secteur des énergies, on le voit sur l'effet géopolitique, à quel point ça peut influer. Ce qu'on voit, c'est que le prix de l'électricité a monté, le prix du gaz a monté beaucoup plus. Aujourd'hui, le méthanol est fabriqué à partir de gaz. Donc, quelque part, si on parle en écart de prix, en fait, on se rapproche. Mais est-ce que ça va durer? Oui, non. Tout ça, ça fait partie des facteurs d'incertitude dans laquelle, en tant qu'industriel, il faut jongler et il faut se préparer. Et effectivement, la recette miracle, il n'y en a pas. La seule, c'est que pourquoi on fait les choses? La finalité, c'est de décarboner. Et il faut arriver à, dans tous les cas, trouver des modèles où, au-delà du financement, qui est important, et ça coûte plus cher, et arriver à créer des nouvelles chaînes de valeur, des nouvelles molécules qui permettent de créer quand même de l'économie et de la valorisation au CO2 pour décarboner l'industrie. Merci. Une dernière question peut-être? Non, c'est tout bon? Eh bien, merci beaucoup, merci à tous, merci aux intervenants. Merci. Et bonne fin de journée. Au revoir.